Bonsoir à vous tous et bienvenue dans votre émission Ça tourne, une émission dans laquelle le monde de l'image sera mis à l'honneur. J'espère que vous êtes bien installés car voici le programme de votre soirée. Au box-office cette semaine, dans vos salles de cinéma habituelles, Hypnotique. Il aura fallu 20 ans au scénariste et réalisateur américain Robert Rodriguez pour sortir son film. Un thriller psychologique qui va vous retourner le cerveau. Et pour cause, l'enquête de Ben Affleck, qui interprète un détective, se fera sous hypnose. Ça promet. Ce soir, nous avons la chance de recevoir le réalisateur calédonien Alan Hogg. Avec lui, nous découvrirons ses documentaires qui seront diffusés sur notre antenne du 4 septembre au 9 octobre prochain. Des documentaires qui vous en mettront plein les yeux, mais pas que. Enfin, à l'heure où la Nouvelle-Calédonie doit réinventer les bases de son propre vivre ensemble, Mathieu nous emmène en pleine immersion dans une école maternelle de Josip à Lifou. Que de belles choses à découvrir ce soir dans votre émission. Alors comme chaque mardi, je vous ai préparé une sélection de films à aller voir au cinéma que l'on découvre tout de suite dans votre chronique à l'affiche. Et on commence avec le film Hypnotique. Donc on y suit le détective Danny Rourke en enquêtant sur une série de braquages. Il va se rendre compte que ces derniers sont liés à la disparition de sa fille. Déterminé à la retrouver, Danny se lance à la poursuite de criminels pas comme les autres. On regarde tout de suite la bande-annonce. C'est quoi cet appel? Je voudrais signaler un braquage de banque. Est-ce qu'il a lieu en ce moment? Aujourd'hui. Vous voyez ce type sur le banc? Vous auriez du feu. Il prépare quelque chose. Il fait très chaud aujourd'hui. Une vraie fournaise. Il fait chaud. Une vraie fournaise. Il y a un coffre. C'est la cible? Le numéro 23. Main en l'air! Vous vous trompez d'homme. Où elle est? Un film qui apportera en tout cas son lot de sueur froide. Enfin, le film Rétribution avec l'acteur Liam Neeson qui incarne Matt Turner, un homme d'affaires dont la vie va basculer. Pour protéger ses enfants qu'il emmène à l'école, il devra réaliser une série d'actions tout au long de la journée sans sortir de sa voiture, sinon celle-ci va exploser. On regarde tout de suite la bande-annonce. Essaie de les déposer à l'heure, d'accord? Allô? Matt Turner, écoute bien car je ne répéterai pas. Une bombe se trouve sous ton siège. Qu'est-ce qu'il y a? Si tu te lèves de ton siège, la bombe explose. Qu'est-ce que vous voulez? L'argent de tes investisseurs, 208 millions d'euros. C'est de l'argent que vous voulez? Jouons à un petit jeu. Je viens d'avoir un gars au téléphone. Il a dit qu'on allait mourir à cause de toi. Je t'assure que tu ne vas pas mourir. Il y a une bombe dans la voiture! J'appartiens à Europol. Faites-moi confiance. Ce qui est certain, c'est qu'avec Liam Neeson, il y en aura de l'action. Alors, des films que vous pouvez retrouver dès demain dans vos salles de cinéma habituelles. Alors, du 4 septembre au 9 octobre prochain, nous diffuserons sur notre antenne des documentaires et fictions du réalisateur calédonien Alan Hogg, que je vous propose de retrouver tout de suite dans votre chronique Gros Plan. Alan, bonsoir. Bonsoir, Merci à toi d'être avec nous. merci de m'avoir invité. Alors, ça va faire 13 ans que tu réalises des documentaires. Mais avant de découvrir 4 des 6 documentaires qui seront diffusés sur notre antenne le mois prochain, tu as un parcours quand même atypique. Alors, justement, je voulais savoir comment de cuisinier tu es passé à la réalisation de documentaires. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais j'ai toujours fait de la photo. J'ai toujours été passionné de photo. Mais l'événement qui a déclenché un peu tout ça, c'est un accident de voiture. Ça s'est passé sur la route de Wano. On était avec une bande de copains, partis camper.
Et puis on a fait des tonneaux. Et j'avais pas la ceinture côté passager. On n'avait pas bu d'alcool, je précise. Et bon, je me suis cassé une cervicale et j'ai failli rester handicapé. Et en fait, ça a vraiment déclenché quelque chose d'assez profond en moi et je me suis reconsidéré, on va dire. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais en train d'être cuisinier ? Le métier me plaisait, mais je savais que c'était pas profondément ce que je voulais faire. Et après, j'ai écrit des livres, des romans. Ça n'a pas super bien marché. Et finalement, de fil en aiguille, entre la photo et l'écriture, j'ai commencé à écrire mon premier documentaire qui était L'île continent et je l'ai proposé à la télé. Ils m'ont donné une chance et ça a marché. Voilà. Comme quoi, hein. En tout cas, justement, tu parles de l'île continent. Je te propose, on va regarder justement un extrait. Alors, c'est un documentaire qui sera diffusé sur Calédonia le 4 septembre prochain. Il est sorti en 2013. Il va nous faire voyager en plein cœur de la chaîne centrale où mythe kanak et histoire naturelle s'entremêlent, je dirais. Donc, on regarde tout de suite un extrait et on en parle juste après. Mais ni pas ton gana re amboru mi aure kanreni mi cheni bari ya me ata controleni mi wembe reni ki wan pominju wan nembonju mais ni te tore to ko makore ki wan materi wa takine to areni kangwe mabete wante ni pas ka koriwa. Alors Alan, la question environnementale, c'est un sujet qui te tient à cœur. Hein. Tu l'abordes également dans Terre de métal. Donc c'est un autre documentaire qui sera diffusé sur notre chaîne le 18 septembre prochain. Alors dans ce documentaire, L'île continent, tu as fait le choix de donner une vision, je dirais, scientifique et mythologique de la naissance de la Nouvelle-Calédonie. Pourquoi ce parti pris ? Est-ce que c'était nécessaire pour toi pour mieux comprendre dans sa globalité la Nouvelle-Calédonie ? Oui, ça l'était parce que en général, quand on parle de nature calédonienne, souvent, on sait que c'est un hotspot mondial de biodiversité. Je crois que d'un point de vue institutionnel, en tout cas, c'est rabâché, on va dire. Et souvent, les explications sont exclusivement scientifiques. On nous parle de géologie, on nous parle d'endémisme, on a beaucoup d'espèces très particulières, mais on a rarement en fait cette vision du monde autochtone, du monde kanak. Qu'est-ce que ça représente pour les clans, pour les gens qui vivent dans ces endroits. Et j'ai voulu en fait créer un pont de manière à donner une vision un peu plus profonde en fait de notre pays. Voilà. Le vrai trésor de la Nouvelle-Calédonie, on peut dire que c'est sa nature. Voilà, c'est aussi sa culture. C'est vraiment le message que j'essaye de passer. Je travaille beaucoup à faire des ponts entre nature, culture et science. Exactement. Alors, Alan, nous allons découvrir tout de suite le documentaire La Dernière Révolte. C'est un documentaire qui sera diffusé le 11 septembre sur notre antenne. Donc, il est sorti en 2015. C'est un documentaire de fiction. Enfin, je dis de fiction, mais bon, tu t'es inspiré quand même des correspondances de Ludovic Papin. Donc c'est fiction, mais tu t'es quand même inspiré de correspondances Ludovic Papin, de Maurice Lénart. Mais c'est juste de dire que c'est un documentaire fiction ? Oui, c'est le style. C'est le style parce que après c'est quand les gens entendent fiction, le problème c'est qu'ils se disent c'est pas vrai. Le documentaire fiction, c'est pas que c'est pas vrai, c'est juste des évocations avec des acteurs pour faire vivre les scènes. Mais ces scènes-là, elles sont tirées d'une correspondance écrite. Bien sûr. Et ça, c'est une réalité historique en tout cas. Donc on appelle ça documentaire fiction parce qu'on a des séquences évocatives justement qui mettent en scène des épisodes historiques tirés de correspondances ou alors de témoignages oraux. Voilà. Donc ce documentaire fiction lève en fait le voile sur une histoire commune, celle des colons feuillés et de grands chefs kanaks, comme le chef de guerre Noël donc de Tiamou. Alors on regarde tout de suite un extrait et on en parle juste après. Mon frère, j'ai pris depuis quelques jours 2 lots de terrain, dont un en location avec promesse de vente. Je ne me serais pas lancé si vite si plusieurs personnes ayant fait le voyage avec moi ne m'y avaient engagé. Les lots que l'administration m'a octroyés sont situés sur la rivière Weava,
affluent de la Tipinjé. La rivière est navigable à demi-marée et pour un bateau plat, jusque vers le milieu de ma concession. On ne peut avoir le titre définitif de la concession qu'au bout de 5 ans. Donc dans cet extrait, en fait, donc c'est bien là Ludovic Papin. En fait, tu t'es inspiré des correspondances de Ludovic Papin. On en parlait tout à l'heure. Alors, est-ce qu'avec ce documentaire, tu voulais rétablir, je dirais, une vérité sur un pan de l'histoire que finalement on ne connaît pas vraiment? Oui, c'était un peu l'objectif, parce que moi, quand je suis tombé sur cette histoire, à la base, je travaillais plutôt sur un film sur l'engagement des Calédoniens dans la Première Guerre mondiale. Et je suis vite tombé en fait sur l'enrôlement forcé des tirailleurs kanaks. Et ça a dévoilé tout un pan de l'histoire, d'une histoire que moi je connaissais pas. C'était l'histoire de la révolte du chef Noël qui avait eu lieu dans la région de Koné de Yengen. Et effectivement, c'est une histoire qui est pas très connue. Elle est moins connue que celle d'Ataï ou que celle des événements. C'est un pan de l'histoire calédonienne qui est douloureux. Et c'est pas forcément enseigné à l'école. Et c'est faire un film dessus, je me suis dit que ça pouvait être une bonne manière, pas forcément d'être un support pédagogique, mais en tout cas rendre accessible au plus grand nombre, parce que finalement, toutes les archives écrites, ça reste souvent dans des bibliothèques ou même au fin fond des archives. Et donc, voilà, c'était comment dire. Après, il y a eu beaucoup de souffrance dans cette période historique, à la fois du côté kanak, mais aussi du côté caldoche, colon. Et ce que j'ai voulu faire, c'était un film qui montrait un petit peu les deux pans de cette histoire. Et Ludovic Papin, le colon qui vient s'installer dans la vallée de Tipinjé en début 1900, j'ai voulu reprendre sa correspondance pour montrer que c'était pas forcément lui le coupable. Le coupable, comme toujours dans ces histoires, c'est souvent l'État. Et donc, du coup, voilà. Bon, en tout cas, moi, ça m'a permis de découvrir cette histoire que finalement, je ne connaissais pas. Donc, je pense que ça aussi intéressera donc, nos téléspectateurs qui ne la connaissent pas. Alors, on poursuit, Alan, avec le documentaire Bélep, Anges et Démons. C'est un documentaire qui est sorti en 2017. Ce dernier met en lumière donc l'archipel des Bélep, plus précisément l'histoire de son évangélisation. Je te propose que l'on regarde tout de suite un extrait. Te souviens-tu de la discussion que nous avons eue à propos des esprits, Waoulo? Oui, mon père. Alors je vais te le répéter encore une fois. Que vois-tu dans ce miroir? C'est mon esprit, mon père. Non, Waoulo. Ceci n'est pas ton esprit. C'est ton image, ton reflet. Il n'existe que dans ce miroir. Comme pour le Jawariri, il n'existe que dans tes rêves. N'aie crainte. Le Dieu des chrétiens est plus fort que tout. Mais il faut que tu te sépares du William, car tu ne pourras accueillir dans ton cœur le Dieu véritable. Alan, quel message as-tu voulu faire passer en abordant la question religieuse dans ce documentaire? Alors, c'est la question religieuse, mais pas que. Dans le titre Anges et démons, on a la question de la dualité du bien et du mal. C'est-à-dire quand les missionnaires sont arrivés à Bélep aux alentours des années 1850, ils ont trouvé un monde, on va dire, précolonial, entre guillemets, intact, qui n'avait jamais eu beaucoup de contact avec les hommes blancs, peut-être quelques baleiniers. Et la culture kanak, à cette époque-là, elle était, elle était intacte. C'est-à-dire que toutes les traditions étaient bien présentes. Et on a eu un missionnaire qui s'appelait le Père Lambert. Oui, quand il est arrivé là-bas, il a commencé... son rôle, c'était d'évangéliser. Donc, pour parler brutalement, c'était de brûler les effigies, de contraindre en tout cas les Kanaks à embrasser le christianisme
de manière à ce qu'ils lâchent totalement en fait leur rite, c'est-à-dire que ça peut être des rites de sorcellerie, le culte des ancêtres, tout ça. Et finalement, le père Lambert, il a laissé derrière lui un livre qui est assez épais et qui va décrire tout ce monde précolonial. Et c'est le seul témoignage vraiment authentique qu'on ait du monde précolonial kanak. Et moi, quand j'ai voulu faire ce film, c'était autant vouloir parler du monde précolonial à travers les écrits du père Lambert, mais aussi de la tradition orale sur Bélep, parce qu'il n'y a pas que de l'histoire écrite dans ce film, il y a aussi beaucoup d'histoire orale, comment les gens aujourd'hui transmettent ces histoires. Et au final, c'était cette ambition d'à la fois de parler d'une histoire de christianisation, d'évangélisation, mais aussi d'un monde précolonial. Le livre, c'est Mœurs et superstitions, c'est ça hein? C'est ça, oui. Mœurs et superstitions. Tribus de Bélep. Des tribus de Bélep, voilà. Alan, nous allons à présent découvrir la fiction Boucan, qui sera diffusée sur Calédonia le 9 octobre prochain. Alors, elle est sortie en 2019, donc à travers elle, on va suivre le quotidien, je dirais, de la famille Boyer. Donc, on s'imagine vraiment très bien comment était la vie des colons donc, au 19e siècle, qui étaient installés en plein cœur de la brousse calédonienne. Une brousse calédonienne où il y avait vraiment des croyances, légendes, des rites omniprésents. Donc, on regarde tout de suite un extrait et on en parle juste après. Comment veux-tu que tu puisses toi-même planter? Regarde ça. C'est jamais de ta faute. Papa, est-ce qu'on pourra aller voir l'école un jour? Qu'est-ce que je t'ai déjà dit? Quand le travail sera terminé. Exact. Et que te reste-t-il à faire aujourd'hui? Apprendre la table de 7. Ce petit garçon aurait-il peur d'aller chercher du bois seul dans la forêt? Ta mère a besoin de bois, tu vas aller lui en chercher. Tout le monde travaille ici. C'est ton rôle d'aller chercher du bois. Alors vas-y maintenant. Et fais vite. Alan, alors justement dans cette fiction, il y a beaucoup de scènes de vie, beaucoup d'ambiance, mais très peu de dialogue. Pourquoi ce choix? Alors, ce choix, c'était... comment dire? Pourquoi ce choix? Moi, j'aime les films d'atmosphère, les films qui suggèrent plus qu'ils ne disent. Et il y a aussi une raison quand même assez simple, c'est qu'on est dans un contexte... on va dire, cinématographique calédonien qui est difficile parce qu'on n'est pas entièrement professionnalisé, c'est-à-dire autant d'un point de vue acteur que technique. Et pour moi, c'était aussi plus prudent d'avoir moins de dialogue et créer des ambiances, notamment un petit peu à la frontière du surnaturel, mais sans être trop évocatrice. C'était justement pour montrer comment pouvait s'insinuer un boucan dans des choses de la vie quotidienne, à travers bien sûr ma vision, mon expérience et ce que j'ai pu recueillir à droite, à gauche. Alors justement, quand je l'ai regardé, je suis un peu restée sur ma faim. Est-ce qu'il y aura une suite dans tes projets futurs? Une suite ou pas de cette fiction ou pas du tout? Ou tu retournes dans les documentaires? Ça fait déjà longtemps que je suis retourné dans les documentaires. Exactement, mais bon, on ne sait jamais. Non, il n'y aura pas forcément de suite à Boucan. Enfin bon, j'avais bien écrit un deuxième volet, c'est-à-dire une suite, mais c'est compliqué. Pour moi, la fiction, c'est trop compliqué. Ça demande trop de budget, ça demande trop de ressources techniques et je ne veux pas me relancer dedans tout de suite comme ça. En tout cas, peut-être ça reviendra plus tard, mais pour l'instant, donc pas de suite de Boucan pour l'instant. Et c'est vrai que la fin est surprenante, quoi. Mais regardez-la, chers téléspectateurs. Mais en tout cas, c'est une très belle fiction. Moi, j'ai beaucoup aimé le personnage donc, de Vincent, dont je n'en dirai pas plus. Il faut que vous la regardez. Alors sinon, Alan, je voulais te demander, est-ce que tu as des projets en cours? C'est quoi la suite pour toi?
Alors moi, ça fait un moment que je travaille sur une série qui s'appelle Au fil de l'eau. C'est une série documentaire qui, pour moi, c'était un peu une manière de revenir un peu aux sources de ce que j'aimais vraiment, c'est-à-dire comment j'avais commencé avec l'île Continent, et c'est un peu dans cette veine-là. Donc c'est qu'on est à mi-chemin entre voilà, l'animalier, le documentaire nature et l'anthropologie. Et à mon avis, je devrais continuer comme ça jusqu'à fin 2024 au moins. D'accord, c'est noté. Alors Alan, notre échange touche à sa fin. Merci à toi d'avoir été avec nous. Merci. Bonne continuation pour la suite de tes projets. Merci beaucoup. Des documentaires à retrouver sur notre antenne du 4 septembre au 9 octobre prochain. Alors le cinéma nous fait rêver, nous fait voyager, nous interpelle également, tout comme donc les films documentaires comme nous venons de le voir. On poursuit sur cette lancée avec Mathieu dans votre chronique L'Infodoc. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Stéphanie et bonsoir chers téléspectateurs. Comment vas-tu aujourd'hui? Eh bien écoute, ça va toujours bien. Alors de quoi vas-tu nous parler ce soir? Ce soir, je vais vous parler d'un documentaire qui s'appelle Shemel ou La vie ensemble. Précisons que Shemel, justement en djéou, ça veut dire littéralement la vie ensemble en djéou, donc c'est ce que je disais. Donc c'est un film documentaire d'1h26 de la réalisatrice Faustine Lefranc, produit par Foulala Productions. Donc l'histoire se déroule sur l'île de Lifou, comme vous pouvez vous en douter, en plein cœur de la tribu de Zozip. Zozip, voilà. Oh, tu dis bien. J'ai entraîné, hein. Alors, une petite école maternelle accueille une vingtaine d'enfants de 3 à 5 ans en classe unique. Le temps de quelques mois, nous partons en immersion dans un microcosme où les valeurs du système éducatif français s'imprègnent quotidiennement de la culture djéou. Je propose qu'on regarde un petit extrait avant d'en dire plus. C'est parti. Il est mort ou il est vivant? Il est vivant. Il respire là. Je le mets dans ma poche comme ça, là, en sécurité. Il est mignon. Et en plus, il est très gras. Bonjour les enfants. Happy Way Life. Good morning everybody. Et combien d'élèves ne sont pas venus à l'école? 3. Comment on fait quand on rentre dans une case, Alice? Ben en fait, on se baisse. On se baisse. C'est toujours pour rappeler aux grands, les papas, les mamans, les grands garçons, les grandes filles, que quand on rentre dans une case, on se baisse. On se baisse parce qu'il faut respecter ce qu'il y a dans la case. Vous allez dormir parce que je vais commencer à raconter l'histoire. La pailou est mapin. La pas de bain, jodi la pa. On a un micro, de la pang, on a un micro, gatuna, ni ne cana. Regarde-moi. Voilà. Très bien. Ça y est, c'est parti. Les adultes, en position aussi. On ne bouge plus les mains et on regarde surtout l'appareil photo, d'accord? Allez, on y va. 1, 2 et 3. Voilà pour cet extrait, Stéphanie, qui n'est sans doute pas le meilleur exemple pour illustrer la durée du tournage, parce que quand on voit le film en entier, on s'imagine que la réalisatrice a dû tourner pendant des mois en totale immersion. Elle se fait totalement oublier de ses interlocuteurs au fil du tournage. C'est vrai qu'il n'y a pas de voix off. Et puis qu'en fait, on est laissé un peu, on est livré à nous-mêmes, quoi. Effectivement, Stéphanie. La réalisatrice choisit de laisser vivre les choses sans les commenter, sans parti pris, en fait. Elle laisse ainsi le téléspectateur se faire sa propre idée. Comme tu disais, il n'y a donc ni voix off pour guider le téléspectateur, ni commentaire. Le point d'ancrage de cette petite histoire, ça reste tout de même cette petite école où la majeure partie de l'histoire se déroule. On y découvre des scènes de la vie courante, de tous les jours, des rencontres parents-professeurs. Une autre fois, on assiste à une alerte tsunami ou encore la séance photo de fin d'année. Donc, finalement, c'est vraiment la vie quotidienne de cette petite école qu'on découvre tous les jours. On peut observer à quel point la langue natale des enfants, le djéou, a une place à part entière dans cette éducation. Alors certes, nous ne nous trouvons pas dans une école de la République française, mais la culture djéou reste omniprésente et c'est sans doute cela qui rend l'originalité de cette éducation, en fait, qui rend cette éducation exceptionnelle. Il faut préciser que la réalisatrice a vécu au moins 2 ans sur l'île, ce qui fait qu'elle a vraiment eu le temps de s'immerger totalement dans cet environnement. Voici ce qu'elle déclare à propos de ce documentaire.
Au fil des jours, ma caméra s'attache à cette société miniature en constante évolution. Avec la maîtresse, entre eux, les enfants découvrent les bases de l'éducation en collectif, la vie ensemble, Shemel, donc Angeo. Entre confection du lien social et imitation du monde des adultes, une histoire tout en contraste se dessine tour à tour, douce et brutale, poétique et drôle, intense comme l'enfance. Une histoire pleine d'espoir aussi, à l'heure où la Nouvelle-Calédonie doit réinventer les bases de son propre Shemel, son vivre ensemble. Eh bien, merci Mathieu pour cette belle découverte. Eh bien, de rien, Steph, c'est un plaisir. À noter dans vos agendas que ce documentaire est à découvrir sur Calédonia le lundi 28 août dès 19h55. Alors notre émission touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet caledonia.nc. Quant à moi, je vous dis à mardi prochain pour de nouvelles aventures.